le but de la présentation, c'est donc de présenter ce que c'est que l'IA, dans une certaine mesure comment ça marche, ce que c'est, d'où ça vient, et de discuter un peu des perspectives, des enjeux, des acteurs autour de l'intelligence artificielle. Je vais faire trois parties. La partie, c'est un peu pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Je vais montrer quelques applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ensuite, la partie 2, donc ça va être la grande partie d'aujourd'hui, ça va être une présentation de ce que c'est que l'intelligence artificielle et de comment ça marche et sur quoi cette technologie repose. Et dans une troisième partie un peu plus courte, je parlerai des acteurs, des enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui, un peu on va dire la géopolitique de l'intelligence artificielle. Donc j'ai commencé rapidement par présenter, disons, quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc pour présenter disons des exemples d'intelligence artificielle et des applications que ça a eu dans le monde, la première chose dont il faut parler dans ce genre de présentation, c'est OpenAI et ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui est sortie en fin 2022 et je vais montrer ce que c'est juste après. Disons que c'est le moment où le grand public a commencé à entendre parler d'intelligence artificielle pour la première fois. Donc, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? C'est un outil avec lequel on peut discuter. Donc, le concept est assez simple. On envoie du texte, on peut écrire du texte sur un ordinateur, on va l'envoyer à ChatGPT et ChatGPT va nous répondre. Donc là, dans cet exemple, ici j'ai écrit donc propose-moi des idées de voyage insolites et ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, a écrit toute cette réponse. Donc il va me proposer va me dire pour avoir des voyages insolites, on pourrait aller. Donc il me propose la Suède, la Finlande, le Chili, le Mexique, etc. Donc ce qui est assez surprenant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut discuter avec cette intelligence artificielle et avoir dans une certaine mesure l'impression de parler à un être humain. On peut lui parler de sujets très variés, de maths, de physique, d'histoire, donc de voyage, de gastronomie, de plein de choses. Et donc ChatGPT, c'est un des premiers moments où une intelligence artificielle vendue par une entreprise privée disons, c'est vraiment répandu dans le monde entier et un peu tout le monde en a entendu parler. Alors, il y a plein d'autres exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle, je vais en lister quelques-uns. Donc déjà, cette idée de pouvoir discuter avec une intelligence artificielle, tout le monde connaît ChatGPT, mais en fait, c'est quelque chose qui a été fait par énormément d'autres entreprises. ChatGPT est très connu parce que c'est les premiers OpenAI est très connu parce que c'est les premiers à avoir créé une intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter. Il y a plein d'autres entreprises qui ont fait ça. Donc bon, Google a fait une IA qui s'appelle Gemini avec laquelle on peut discuter. Puis il y a plein d'autres entreprises, notamment Mistral qui est le leader européen et qui est d'ailleurs une entreprise française qui fait également des intelligences artificielles. Donc une IA, ça peut être comme ChatGPT, un outil avec lequel on peut discuter. Mais il y a aussi plein d'autres utilisations possibles de l'IA. Donc pour 2022, c'est vraiment une année où on a énormément d'outils d'intelligence artificielle qui ont été révélés au grand public pour la première fois. Un autre exemple qui a beaucoup marqué les esprits, c'est Midjourney. Donc Midjourney, c'est une IA qui sert à générer des images. L'idée d'une IA comme Midjourney, c'est d'écrire une image avec du texte et que l'IA crée cette image-là. Donc là, typiquement, on va avoir un utilisateur qui a écrit un petit paragraphe de texte où il dit qu'il veut une image avec donc différents chatons de différentes espèces qui sont très mignons et qui sont sur un doigt et qui sont minuscules. Et ça génère cette image. C'est très mignon, c'est assez impressionnant et ce côté mignon fait que ça a touché le grand public. Et je vais présenter une dernière utilisation possible de l'IA, c'est dans la santé. Je crois qu'il y a pas mal de médecins ici aujourd'hui. Donc bon, l'intelligence artificielle sert à énormément de choses en médecine. Ça sert à créer des médecins, créer des vaccins. L'exemple que j'ai mis aujourd'hui, c'est la détection de cancer. Aujourd'hui, si vous allez dans des hôpitaux pour faire des IRM, des scanners, des échographies, ce genre de choses, dans beaucoup de cas, les intelligences artificielles vont travailler avec le médecin pour faire des diagnostics.
Donc sur cet exemple-là, on a des IRM de seins et des outils d'intelligence artificielle vont détecter de manière très précoce donc ici c'est une tumeur. Alors je suis pas du tout médecin, donc je ne me rends absolument pas compte de si c'est évident ou pas, mais voilà, on a ce genre d'outils d'intelligence artificielle qui permet de détecter des maladies, des tumeurs, des cancers, ce genre de choses. Donc, bon, ça, c'était trois différentes utilisations de l'intelligence artificielle dans le monde. Il y en a plein d'autres. L'idée de cet exposé, c'est pas de les lister. Je vais maintenant donc, expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, pourquoi on en entend parler aujourd'hui, et dans la mesure du possible, et je vous rassure sans faire de maths, comment ça marche. Disons, le terme d'intelligence artificielle, il vient des années 50. On a, pendant notamment la Seconde Guerre mondiale, l'informatique qui s'est développée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'informatique a essentiellement servi à l'effort de guerre. Donc, ça pouvait servir à faire de la cryptographie, pour envoyer des messages secrets à ses alliés, ou alors pour comprendre les messages secrets des forces ennemies. Quand la Seconde Guerre mondiale a été finie, on a eu énormément de laboratoires d'informatique qui se sont retrouvés avec énormément de moyens et plus vraiment de tâches, puisque donc la guerre était finie, et ils ont dû trouver eux-mêmes des projets de recherche à mener, et certains ont cherché à recréer des raisonnements humains avec des ordinateurs. Donc, j'ai dit que le terme intelligence artificielle est apparu en premier dans les années, donc en 1956 à la conférence de Dartmouth, donc c'est une conférence de recherche. Bon, peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, des années 50 à 70, on a dans la recherche l'espoir de permettre aux ordinateurs un jour d'avoir des raisonnements aussi poussés que ce que les humains peuvent faire. Aujourd'hui, donc ça fait quelques années qu'on recommence à entendre énormément ce terme d'intelligence artificielle au quotidien, à la télé. Donc on a le terme d'IA qui revient beaucoup, c'est assez à la mode récemment. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que les mathématiques ont fait des progrès assez exceptionnels dans les dernières années, notamment grâce à Internet. Je vais expliquer ça un peu en détail après. Donc, les mathématiques, c'est un sujet qui est pas facile pour le grand public, parce qu'il y a peu de gens qui l'étudient. Et le terme d'intelligence artificielle est utilisé pour remplacer des termes techniques en maths. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, en fait, ce qu'on sous-entend, c'est qu'il y a des maths, des algorithmes qui permettent de faire des choses. Des algorithmes qui sont très différents, c'est-à-dire que les mathématiques qui permettent à ChatGPT de fonctionner, donc les mathématiques qui permettent de créer des discussions n'ont rien à voir avec les mathématiques qui permettent de détecter des cancers du sein. Donc c'était un autre exemple d'intelligence artificielle que j'ai pu montrer. Et donc, pour permettre au grand public d'accepter ces outils mathématiques, on a ce terme intelligence artificielle qui est utilisé un peu partout, sûrement un peu à tort parfois, pour vendre. Donc c'est un peu un aspect marketing scientifique. D'ailleurs, si vous écoutez les conférences des grands instituts de recherche ou des grandes entreprises qui sont impliquées dans l'IA, vous allez voir plein de terminologies assez floues. Donc chez OpenAI, par exemple, ils parlent de AGI, Artificial General Intelligence. Ça ne veut pas dire grand-chose. Meta va parler de ASI, Artificial Super Intelligence. C'est vraiment de la com. C'est des maths, et cherchent à vendre leurs outils, leurs intelligences artificielles à des investisseurs et à des utilisateurs. Et ces termes non mathématiques, non techniques aident à amener ces outils au grand public. Donc j'ai parlé des débuts de l'IA dans les années 50 et 70.
À cette époque, les scientifiques pensent qu'ils peuvent écrire avec des règles simples. Ils peuvent donner des règles simples à l'ordinateur, et ils espèrent que si un ordinateur suit ces règles simples, alors l'ordinateur arrivera à produire des comportements complexes. Donc ça a eu quelques succès. Un exemple qui est un peu connu, je pense, c'est l'intelligence artificielle pour les échecs. Il y a eu dans les années 90 une compétition entre les échecs et Garry Kasparov, qui était champion du monde humain d'échecs. Lors de cette conférence, l'IA a gagné. Ça a été un grand choc, en tout cas pour le monde des échecs. Comment cette IA fonctionnait? On a donné à un ordinateur des règles, donc on lui a dit que prendre les pièces de ses adversaires c'était bien, que perdre ses pièces c'était mal, et que faire échec et mat c'était bien. Et grâce à de la puissance de calcul, cette IA a battu des joueurs. Ces techniques, donc de donner des règles à un ordinateur et de demander à l'ordinateur de suivre ces règles, ça s'appelle l'IA symbolique. C'est un paradigme donc, qui a été créé dans les années 50 et 70. Et à cette époque, on pense qu'avec ce paradigme-là, on va pouvoir créer des IA très compliquées, notamment des IA avec lesquelles on peut discuter. Le problème, c'est que personne n'a réussi à faire des choses vraiment très complexes, très avancées avec cette idée de l'IA symbolique. Et donc, dans les années 70, la recherche en IA s'arrête presque. Tout ça, ça va recommencer dans les années 2000. Dans les années 2000, il se passe quelque chose de nouveau. On a Internet qui devient accessible au grand public. Et avec Internet, on va avoir énormément de données, puisque donc, chaque site Internet va avoir des données, on va avoir les réseaux sociaux qui vont apparaître sur lesquels il va y avoir énormément de données. Donc des données, ça peut être des images stockées en ligne, ça peut être des discussions stockées en ligne, des sites Internet, Wikipédia par exemple, sur lesquels il y a plein de textes. Pourquoi est-ce que ces données vont être importantes? C'est parce qu'elles vont permettre l'utilisation d'un algorithme qui a été théorisé dans les années 50, qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est un algorithme qui consiste à faire reproduire ce qu'on appelle un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, on va pouvoir lui faire reproduire des choses qu'il a observées sur des données. Donc je vais détailler un peu ça plus tard. Ce qu'il faut comprendre, donc, cet algorithme du deep learning demande des données et demande de la capacité de calcul. Et coïncidence, en même temps que Internet devient accessible au grand public et qu'on a l'émergence de grandes bases de données, on a les GPU qui vont apparaître. Alors, les GPU, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, les ordinateurs qui servent à faire fonctionner l'intelligence artificielle. Originellement, ça vient du milieu du jeu vidéo. Quand on fait un jeu vidéo, donc on a un ordinateur avec un écran, et on doit afficher des images sur cet écran. Un écran, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? C'est constitué de plein de petits carrés, qu'on appelle des pixels, et on va donner à chacun de ces pixels une couleur. Et donc en donnant un écran, c'est typiquement des millions de pixels, et en donnant une couleur particulière à chacun de ces pixels, on arrive à avoir une image. Donc, enfin, typiquement, les écrans sur lesquels sont projetés mes slides sont composés de plein de pixels. Donc ici on a des pixels blancs, ici des pixels noirs. Et pour chacun de ces pixels, il faut faire des calculs pour déterminer comment allumer. Donc au sein d'un pixel, on a 3 bandes de couleurs, une bande rouge, une bande verte et une bande bleue. Et on va pouvoir donner la couleur qu'on veut à un pixel en allumant plus ou moins fort chacune de ces bandes rouge, vert et bleu. Il y a des millions de pixels sur un écran. Ça demande de faire, à chaque fois qu'on veut afficher une image sur un ordinateur, des millions de calculs. Le problème, c'est que quand on fait notamment du jeu vidéo, on aimerait pouvoir afficher le plus d'images possible sur un écran.
Quand on fait des jeux vidéo aujourd'hui, on essaye d'avoir entre 100 et 400 images qui sont affichées par seconde sur un écran. Et donc, à chaque fois qu'on affiche ces images-là, il faut faire des calculs sur chaque pixel pour choisir sa couleur. Donc, sous-entendu, il faut faire des centaines de millions de calculs, voire des milliards de calculs. Les GPU ont été développés pour faire ces calculs en parallèle, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, donc on a, mettons, 1 million de pixels, on doit faire 1 million de calculs pour donner une couleur à chacun de ces pixels-là. Le GPU va permettre de faire ces millions de calculs en même temps, en parallèle. Alors, ce GPU s'est développé pour afficher des images sur des écrans d'ordinateur, et notamment pour le jeu vidéo, et des chercheurs vont se rendre compte, à peu près des années 2000, début des années 2010, que ces puces de calcul sont absolument parfaites pour faire de l'intelligence artificielle, puisque, donc, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, les réseaux de neurones et la technologie qui permet à l'intelligence artificielle de fonctionner nécessite de faire des milliards de calculs en même temps. Donc, voilà, disons, dans le début des années 2000 et 2010, on a deux choses qui apparaissent. Un, grâce à Internet, on a des bases de données énormes. Et deux, grâce au GPU, on a des capacités de calcul qui sont énormes. Et les deux réunis, ça va nous permettre de faire des algorithmes d'IA. Donc, je vais donner un exemple, j'espère le plus simple possible, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on a un exemple de données. C'est des données que j'ai créées artificiellement. L'idée, c'est de savoir quelle est l'alcoolémie, donc la quantité d'alcool par litre de sang dans le corps humain après avoir bu des bières. C'est des données un peu bidons. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à différentes personnes de boire un certain nombre de verres de bière, et pour chacune de ces personnes, on a mesuré dans 1 litre de leur sang combien il y avait de grammes d'alcool. Donc, si on prend ce point bleu par exemple, si on regarde en bas, on voit qu'il a bu 2 verres. Et si on regarde sur la gauche, on voit qu'après avoir bu 2 verres, il avait à peu près 0,15 grammes d'alcool par litre de sang. Donc, à quoi peut nous servir l'intelligence artificielle avec ces données? Ça va nous servir à, disons, sur les données qu'on a, on a entre 0 et 10 verres qui ont été bu, et je peux me demander qu'est-ce qui se passe si je bois 12 verres? Quel va être mon taux d'alcoolémie si je bois 12 verres? Donc, il y a deux méthodes pour répondre à cette question. La première, ça serait de boire 12 verres et de regarder combien j'ai d'alcool dans le sang. La deuxième, c'est d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle pour que cette intelligence artificielle fasse une prédiction à ma place. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle, ça s'appelle une régression linéaire. Je pense que c'est quelque chose qui parle à des gens qui ont fait des sciences ici. L'idée, c'est de mettre une ligne qui épouse la tendance de mes points. Ce qui est assez fantastique, c'est que l'algorithme que j'ai utilisé pour mettre cette ligne qui passe à peu près à travers mes points, ça s'appelle une descente de gradient. C'est le même algorithme qui permet à ChatGPT de fonctionner. C'est le même algorithme qui permet à Midjourney, donc Midjourney c'était l'intelligence artificielle qui avait généré une image de chat. Et pareil, la détection donc j'ai pris l'exemple de la détection de cancer du sein. Ça aussi, ça marche avec cet algorithme de descente d'un gradient. Donc, une fois que j'ai mis cette ligne au milieu de mes points, donc la question c'est toujours qu'est-ce qui se passe si je bois 12 verres d'alcool. Je vais pouvoir regarder. Donc, ici j'ai plein de données jusqu'à 10 verres. Et ensuite, j'ai plus de données, mais là, cet algorithme me dit que, donc je regarde en bas, j'ai 12, je regarde le point d'intersection sur la courbe, et ça me dit, donc je vais regarder ici, ça me dit que si je prenais 12 verres d'alcool,
j'aurai 0,81 g d'alcool par litre de sang. C'est un algorithme qui paraît assez simple, parce qu'on trace une droite et on, on regarde un taux d'alcoolémie en fonction d'une quantité d'alcool bu. Donc personne aurait l'idée d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Bon, pourtant, des algorithmes comme ChatGPT fonctionnent avec le même algorithme. Donc ici, ce que j'avance, c'est que c'est une intelligence artificielle, cette ligne droite, qui, quand je lui donne une quantité de verres de bière bu, va me dire quel est le taux d'alcoolémie auquel je dois m'attendre. ChatGPT va fonctionner sur un système assez similaire. On va donner à ChatGPT une phrase qui n'est pas terminée, et le but de ChatGPT, c'est de prédire le mot suivant. Donc si je reviens ici, le but de cette IA, c'est de prédire une quantité d'alcool dans le sang. Le but de ChatGPT, c'est de terminer des phrases. Ici, j'ai une phrase qui a été tronquée. Le chat est sur le, 3 petits points. Donc la fin de la phrase a été supprimée. ChatGPT, à quoi ça sert? Ça sert à prédire des mots qui peuvent terminer la phrase. Donc, pour continuer la phrase « le chat est sur le », il y a des mots qui pourraient fonctionner. Le chat est sur le canapé, par exemple, c'est cohérent. Le chat est sur le lit, le chat est sur le toit. Mais il y a des mots qui ne vont pas marcher. Fourchette ne marcherait pas dans ce cas-là, puisque donc déjà c'est une fourchette. Donc on ne pourrait pas dire le chat est sur le fourchette. Ce que ChatGPT va faire, c'est qu'il va... ChatGPT a un dictionnaire avec des centaines de milliers de mots, et ChatGPT va dire quels sont les mots qui pourraient continuer la phrase ou non. Alors, à quoi ça sert? On va se mettre dans un cas pratique, et on va imaginer qu'un utilisateur demande à ChatGPT quelle est la capitale de la France. Donc la question, c'est comment une intelligence artificielle qui termine des phrases peut répondre à cette question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la phrase « Quelle est la capitale de la France ?» et donc avec un point d'interrogation à la fin. Donc on se doute que c'est une phrase, et ChatGPT va devoir donner le mot qui peut continuer cette phrase. Et il va dire que le mot, alors il y en a plusieurs qui sont possibles, mais il va dire qu'un des mots qui pourrait venir après la question « Quelle est la capitale de la France ?» c'est « là ». Donc on va générer ce premier mot, le mot « là ». Donc « là » n'est pas une réponse du tout à la question qui a été posée. Donc il faut continuer. On va réutiliser l'intelligence artificielle à nouveau. On va lui dire « L'utilisateur a demandé quelle est la capitale de la France ?» et tu as commencé à répondre, et ta réponse commence par là. Quel mot utiliser pour continuer ma réponse? Donc là, l'IA va dire un mot qui permet de continuer la réponse, c'est capital. Donc, on n'a toujours pas répondu à la question, donc il faut recommencer. On va aller voir l'intelligence artificielle et on va lui dire l'utilisateur a demandé quelle est la capitale de la France. Tu as commencé à répondre, tu as écrit la capitale. Continue ta réponse. Quels sont les mots qui permettent de continuer ta réponse? Et donc là, l'IA dit que le mot 2 fonctionne. Bon, on n'a toujours pas fini, donc on recommence encore une fois. Quelle est la capitale de la France? Tu as commencé à répondre la capitale 2, continue ta phrase. Et donc il génère le mot là, là on n'a toujours pas répondu, donc on recommence. Ensuite, il génère le mot France, on n'a toujours pas répondu à la question, donc on continue. La capitale de la France est, on n'a toujours pas répondu à la question. Et voilà, après, donc on a généré un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, 6 mots, voilà, 7 mots. Donc on a utilisé l'intelligence artificielle 7 fois. Ces 7 fois, l'intelligence artificielle a prédit un mot, et à la fin, un peu par magie, on a une phrase générée qui fait sens. J'avais donné au tout début de mes slides un exemple d'utilisation de ChatGPT, donc j'avais demandé à ChatGPT propose-moi des idées de voyages insolites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a une réponse qui a été produite par l'intelligence artificielle. Cette réponse, elle contient donc à l'œil vraisemblablement des centaines de mots.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé des centaines de fois une intelligence artificielle, qu'à chaque fois qu'on a utilisé cette intelligence artificielle a généré un mot, et qu'en générant comme ça, mot par mot, une réponse, à la fin, on obtient un texte qui est cohérent et vraisemblablement fait sens, en tout cas qui répond à ma question. Donc là, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Il y a la question, comment est-ce qu'on arrive à créer un outil qui, quand on lui donne une phrase tronquée, prédit un mot suivant. Donc, bon, c'est des maths, mais donc, pour expliquer ça, pour faire de la vulgarisation sur ce qui se passe, c'est un peu un jeu. Donc je vous ai dit que l'intelligence artificielle fonctionnait grâce à des quantités de données monstrueuses. Ce qu'ont fait les entreprises qui ont entraîné des IA, c'est qu'elles ont récupéré sur Internet des quantités de phrases massives. Donc on parle de milliers de milliards de phrases. Donc pareil, ils ont pris des sites Internet comme Wikipédia, par exemple. Ils ont extrait tout le texte qu'il y avait sur ces sites-là. Et de ces textes-là, ils ont extrait des phrases. Ils vont donner à leur intelligence artificielle des morceaux de ces phrases, et pour chacune de ces phrases, ils vont demander à l'IA de donner le mot qui peut continuer la phrase. Donc l'IA va dire, bon, j'ai cette phrase elle est tronquée, je pense que le mot suivant c'est tel mot. Elle va se tromper très souvent, et les ingénieurs qui entraînent les intelligences artificielles vont demander à l'intelligence artificielle de se corriger en mettant à jour des paramètres de l'intelligence artificielle qu'on appelle des poids. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, on fait jouer à un jeu l'IA. Le jeu en question, c'est on a une phrase qui n'est pas terminée, quel est le mot suivant pour continuer la phrase? L'IA va se tromper, on va lui demander de se corriger, et en se corrigeant, petit à petit, elle va apprendre à trouver le bon mot pour continuer la phrase. Et si on fait ça suffisamment longtemps, ensuite on a une IA qui marche et qui permet de générer des phrases cohérentes qui répondent aux questions qu'on lui pose. Donc, pour résumer en quelques points, ChatGPT, ça sert à prédire des mots. C'est entraîné sur les données de tout Internet avec un jeu. On essaie de deviner, on se trompe, on se corrige, et à la fin, on progresse. Donc j'ai dit qu'il fallait des milliers de milliards de phrases pour entraîner ce genre d'IA. Il faut aussi des capacités de calcul absolument extraordinaires. Ce que vous avez, donc l'image sur la gauche, c'est un superordinateur qui s'appelle Colosseus. Colosseus, ça appartient à xAI, qui est l'entreprise d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Donc, pour donner une idée des coûts de ce genre d'ordinateur, OpenAI, qui est, je pense, le leader mondial de l'intelligence artificielle aujourd'hui, est en train de construire un super ordinateur qui s'appelle Stargate. Le coût de cet ordinateur est estimé à 500 milliards de dollars. Et une autre anecdote qui est assez impressionnante, c'est que ces super ordinateurs ont des consommations électriques qui sont comparables à des villes. Donc, pour donner suffisamment d'électricité à ces ordinateurs, les entreprises d'IA, certaines du moins, vont construire des centrales nucléaires dédiées exclusivement à l'alimentation en électricité de leurs ordinateurs. L'idée, c'est que du coup, plus on a de capacité de calcul, plus on va pouvoir allouer ce temps de calcul à ce jeu de prédire le mot suivant dans des phrases, et plus on va pouvoir jouer, plus l'IA va être bonne. Voilà, on a vraiment cette dualité, on a besoin de beaucoup de données, et on a besoin d'énormément de capacité de calcul pour utiliser cette donnée-là, pour avoir une IA qui progresse et qui marche. Ça a des soucis, cette méthode de faire de l'IA. Donc comme ce que j'avais présenté tout à l'heure, j'avais dit que dans les années 50 et 70, l'IA c'était donner des règles à un ordinateur et lui demander de les suivre. À cette époque, donc c'était des humains qui déterminaient des lois et qui les donnaient à l'ordinateur. Donc c'était interprétable, on comprenait ce qui se passait. Aujourd'hui, donc
toutes les IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit de la génération d'images, détection de cancer dans le sein, etc. C'est toujours un peu cette idée de jeu et de progression en jouant. On comprend pas pourquoi ça marche. C'est une surprise. C'est une surprise et c'est une des raisons pour laquelle on a mis tant de temps à se rendre compte que... Enfin, on a mis, disons, les bases de données nécessaires à utiliser des IA, elles apparaissent dans les années 2000-2010. Les capacités de calcul nécessaires à entraîner des IA, pareil. Mais pourtant, c'est que dans les années 2020-2025 qu'on commence à avoir de l'IA qui est utilisée un peu partout dans le monde. C'est parce que personne ne se doutait que ça allait marcher, cette histoire de jeu, et on ne sait pas très bien pourquoi ça marche. C'est un souci parce que l'IA, on aimerait pouvoir l'utiliser pour des choses importantes. Aux États-Unis, il y a des entreprises comme Tesla, Waymo ou Lyft qui ont créé des intelligences artificielles qui conduisent des voitures. Donc le concept est simple, on n'a pas besoin de conduire. Une intelligence artificielle va donc choisir la vitesse, tourner le volant à notre place. Là où c'est dérangeant pour les humains, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne l'IA, donc on est conduit par un outil, un algorithme, on ne sait pas comment ça fonctionne, et on n'a aucune garantie que l'IA va toujours conduire bien la voiture. En pratique, ça a l'air de marcher, mais on ne sait pas pourquoi, et ça pose des systèmes, des problèmes majeurs de confiance. Donc maintenant, il y a la question, comment faire de l'IA quand on n'a pas de données? Quand je me suis présenté, j'ai dit que je faisais de l'intelligence artificielle pour la robotique. Mettons qu'on veuille créer un robot qui fasse du service à domicile. Donc un robot qui serait un humanoïde, qui serait dans une maison, et auquel on pourrait donner des tâches. Donc j'aurais mon robot chez moi, et je lui dirais, va me faire une pizza, va ranger la chambre, va faire le ménage, quelque chose comme ça. Si on veut créer une intelligence artificielle qui pilote un robot pour faire ce genre de tâches, bah, si pour entraîner une IA à discuter, il a fallu des milliers de milliards de phrases, pour entraîner un robot à faire ce genre de tâches, on imagine qu'il faudrait des milliers de milliards de démonstrations où un humain fait ces tâches-là, et on dit à l'IA, bah, reproduit ces tâches-là de la même manière que les humains le font. C'est pas possible. On pense que c'est pas possible de faire ça. Donc il y a la question, comment est-ce qu'on peut faire de l'IA avec peu de données? Et c'est là où, en fait, des intelligences artificielles comme ChatGPT sont des vraies révolutions. ChatGPT, donc c'est une IA avec laquelle on peut discuter. Donc elle comprend le langage. Pour comprendre le langage, elle doit avoir des connaissances sur le monde réel, des connaissances en maths, en physique, en géographie, plein de choses. Si je veux que mon robot il comprenne mes instructions, une instruction ça pourrait être va me faire une pizza, bah, il faudrait que mon robot comprenne également le langage. Ensuite, qu'est-ce que je veux pour mon robot? Je veux que mon robot puisse se repérer dans l'espace. Pour se repérer dans l'espace, ce qui semble le plus naturel, c'est de prendre des images. Donc, j'ai besoin que mon IA comprenne ce que c'est qu'une image. Or, on a des IA qui génèrent des images, qui arrivent à comprendre à quoi ressemble une image. Donc en fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'avoir une IA. Donc, enfin, pour mon robot, je recommence. J'aimerais qu'il comprenne le langage, qu'il comprenne ce que c'est qu'une image, et qu'il intègre sa perception du monde au travers les images et sa compréhension d'une instruction à travers le langage, et qu'il utilise ça pour piloter le robot. Donc en fait, vu que j'ai déjà des IA qui comprennent le langage, et que j'ai déjà des IA qui comprennent les images, j'ai juste à créer une IA qui arrive à piloter un robot. C'est là donc où les IA comme ChatGPT changent tout. C'est que pour créer de l'IA dans des domaines où il n'y a pas beaucoup de données, on va utiliser une technique qui s'appelle le fine-tuning. L'idée, c'est de créer une nouvelle IA à partir d'une autre IA. Donc je veux créer une IA qui contrôle un robot. Je veux que cette IA puisse voir et puisse comprendre les
les instructions que je lui donne, je vais créer une IA à partir de ChatGPT. Donc c'est un mot technique. Le mot technique, c'est fine-tuning. C'est des algorithmes qui ne sont pas évidents. Mais l'idée, c'est vraiment prendre une IA et la modifier en lui rajoutant des compétences spécifiques. Donc, voilà, l'idée, c'est que des modèles comme ChatGPT apportent un socle commun de connaissances. Et une fois qu'on a ce socle commun de connaissances, on va faire donc, ce qu'on appelle du fine-tuning pour transformer cette IA générale en un expert dans un milieu précis. Pour les humains, finalement, en France, c'est un peu pareil. On a le baccalauréat, où les gens sont attendus d'avoir un socle de connaissances commun. Une fois que les étudiants ont ce socle de connaissances commun, ils vont dans différentes filières à la fac où ils se spécialisent. Moi, l'IA, c'est pareil. Les IA qui détectent des cancers du sein, on va prendre des IA comme ChatGPT qui ont un socle de connaissances très général et on va les spécialiser ensuite sur la détection de cancer du sein. Et donc là encore, c'est assez surprenant, ça a beaucoup surpris les chercheurs. Ça permet d'avoir, avec assez peu de données, des IA qui arrivent à détecter des cancers, à piloter des robots, à faire plein de choses géniales, avec moins de données que ce à quoi on s'attendait. Maintenant, donc, dans une un peu plus courte partie, je parlais des acteurs et des enjeux de l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est qui fait de l'IA dans le monde aujourd'hui? Et quelle est un peu, on va dire, la géopolitique de l'IA dans le monde actuel? Dans le monde de l'IA, aujourd'hui, on retrouve deux types d'acteurs, majoritairement. Les premiers, ça va être les entreprises dites de software. C'est les gens qui créent et qui entraînent des IA. Donc c'est des entreprises comme Google, comme Facebook, comme OpenAI, il y en a beaucoup d'autres. C'est les entreprises qui sont les plus connues pour le grand public. Une chose qui est très récente et qui donne beaucoup d'espoir pour l'intelligence artificielle, c'est que ces entreprises sont rentables pendant très longtemps. Donc OpenAI, historiquement, perdait des dizaines de milliards de dollars par an, puisque donc, il fallait financer la recherche. Et si vous utilisez ChatGPT sur Internet, vous n'allez pas payer pour ça. Donc en fait, c'était des entreprises qui jetaient de l'argent par la fenêtre. Cette année, vraisemblablement, c'est la première année où chacune de ces entreprises a des bénéfices. Et c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est la raison pour laquelle les investissements dans l'intelligence artificielle sont en train de s'accélérer toujours plus. Et ça laisse penser qu'on va avoir encore et toujours des nouvelles IA et des nouvelles choses qui vont arriver. Et c'est une des raisons pour laquelle le milieu de l'intelligence artificielle va très vite. On a énormément de progrès qui sont faits. Et chaque année, les IA sont de plus en plus performantes et peuvent faire de plus en plus de choses. Maintenant, c'est vrai que les vrais gagnants de cette époque, de cette ère de l'intelligence artificielle, c'est le deuxième type d'acteurs. Donc les premiers, c'était les gens qui faisaient le software, c'est-à-dire les gens qui faisaient ce jeu pour entraîner les IA. Ceux qui gagnent le plus d'argent et ceux qui ont le plus profité de cette époque de l'IA, c'est donc le hardware. Le hardware, c'est les gens qui créent les ordinateurs, donc les GPU, avec lesquels on entraîne ces IA. Donc l'entreprise, disons, la plus connue, qui est dans ce cas-là, c'est Nvidia. Sur la gauche, vous avez une puce qui s'appelle une H100. Ça coûte 30 000 euros à peu près. Et un super ordinateur qui fait de l'entraînement en intelligence artificielle va avoir plusieurs centaines de milliers de ces puces H100, voire pour les projets en cours des millions. Donc si vous faites 1 million fois 30 000, ça fait un beau pactole. Et donc voilà, eux, c'est vraiment les grands gagnants de l'intelligence artificielle. Un point qui est important, je pense, c'est TSMC. C'est une entreprise de Taïwan. Sans ces entreprises-là, on ne pourrait plus créer de GPU. Il y a pas mal de tensions entre la Chine et les États-Unis autour
de Taïwan. Une des grandes raisons pour lesquelles on a autant de tensions, c'est cette fameuse entreprise TSMC, puisque si la Chine envahissait Taïwan, cette entreprise donc soit fermerait, soit appartiendrait à l'État chinois, et donc les États-Unis perdraient leur souveraineté dans le milieu de l'IA. Donc il y a énormément d'investissements en IA aujourd'hui. La question c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec de l'IA? Le consensus scientifique, c'est que l'IA, dans quelques années, alors on ne sait pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, mais on est convaincu qu'un jour ou l'autre, on va faire des IA plus intelligentes que les humains. Si vous écoutez les conférences des entreprises américaines, elles sont toujours extrêmement optimistes. Dans 5 mois, dans 1 an, on va changer le monde. Bon, je vous conseille d'écouter les Français, on est un peu plus raisonnable. Yann Lequin, c'est, je pense, le Français le plus connu dans le milieu de l'intelligence artificielle. Il a, donc ça s'appelle le prix Turing. Le prix Turing, c'est en gros le prix Nobel d'informatique. Et il a obtenu ce prix Nobel d'informatique en faisant de l'intelligence artificielle. Donc j'ai mis une citation de cette personne. La citation, c'est il n'y a aucun doute que l'IA va devenir plus intelligente que les êtres humains. La seule question, c'est quand est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que les humains? Quand est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que les humains? Bon, ça pose plein de questions sur le point de vue éthique, à quoi on va servir si nos ordinateurs sont plus intelligents que nous. Bon. Avant-dernier point, qui fait de l'IA dans le monde? Il y a aujourd'hui 2 pôles de l'IA dans le monde, c'est les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont historiquement les leaders de l'IA dans le monde. Ça fait 5-10 ans que ce sont les meilleurs. Et en Europe, c'est eux qu'on connaît le plus, puisque ce sont les Occidentaux. La Chine a, grâce à diverses techniques, notamment de l'espionnage, a vraiment beaucoup rattrapé son retard. Et on commence depuis 1 an, 2 ans à rentrer dans une ère où on a vraiment la Chine et les États-Unis qui sont coude à coude au niveau de l'IA, sur les 2 plans qui sont importants pour l'IA, donc le software et le hardware, c'est-à-dire la création des ordinateurs qui utilisent de l'IA et la création des IA. En tant que Français, on peut se demander quelle est la place de la France et la place de l'Europe là-dedans. En France et bon, en Europe en général, on fait surtout du software, donc on fait essentiellement les mathématiques qui servent à l'intelligence artificielle. Le petit problème, c'est que donc, les Français, les Européens sont très bons en IA, et généralement, ils vont travailler dans des boîtes américaines pour faire de l'IA. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grosses boîtes de l'intelligence artificielle en Europe, que ce soit sur le software ou sur le hardware. Donc, on peut dire que les Européens sont très impliqués dans l'IA, mais l'Europe est tout à fait transparente et ne tire pas les bénéfices économiques qui viennent de l'IA. Je vais faire une dernière slide. Donc, bon, l'IA, ça a l'air génial, ça va être plus intelligent que les humains un jour ou l'autre, ça permet de faire déjà beaucoup de choses, de soigner des maladies, etc. Il y a également pas mal d'inquiétudes autour de l'IA. Le premier point, je pense le point que j'entends le plus à la télé, c'est les peurs de chômage massif. Si l'IA devient plus intelligent que les humains, l'IA va probablement remplacer certains humains au travail. C'est déjà le cas, un peu. Aux États-Unis, dans les grandes entreprises de technologie, il y a eu les 3 dernières années des licenciements massifs d'ingénieurs, puisque donc des IA comme ChatGPT pouvaient faire de la programmation, et vu que ces IA peuvent faire de la programmation, il n'y a plus besoin d'humains pour le faire. Donc on a eu comme ça des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de l'IA, et vraisemblablement, plus l'IA progresse, moins on va avoir besoin de gens, et donc ces gens vont probablement perdre leur emploi. Il y a aussi des peurs de mauvaise utilisation de l'IA. Si l'IA peut créer des médicaments, des vaccins, elle pourrait tout aussi bien créer des virus.
Il y a un point qui est assez connu, c'est l'idée des fake news. Vu qu'on peut générer des fausses images, des fausses vidéos, on peut on peut mentir. Et bon, plus généralement, il y a plein d'imagination. Enfin, avec un peu d'imagination, on peut trouver pas mal d'utilisations potentiellement néfastes de l'IA dans l'armement, par exemple, dans beaucoup de choses. Donc voilà. Donc pour conclure ma conférence, qu'est-ce que c'est que l'IA? S'il faut retenir quelque chose, c'est que l'IA, c'est des maths assez compliquées qui sont vendues qui sont vendues au grand public avec le mot-clé d'intelligence artificielle. Généralement, ce sont des algorithmes de maths qui reposent sur des quantités de calcul astronomiques et énormément de données. Il semblerait, en tout cas c'est le consensus aujourd'hui, aussi bien chez les chercheurs que chez les investisseurs, il semblerait que l'IA soit vraiment qu'à son début, et je pense qu'il faut s'attendre à avoir chaque année des nouvelles utilisations de l'IA, et je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on sera vraiment capable de faire des choses qui aujourd'hui nous semblent complètement hors d'atteinte. Donc je pense personnellement que ça va considérablement impacter la société, j'espère en bien. Voilà, bon, l'Europe, malheureusement, est assez transparente là-dedans. Donc on est entièrement dépendant des États-Unis, éventuellement de la Chine, pour cette transition vers un monde de l'IA. Et comme toutes les nouvelles technologies, voilà, il y a des enjeux sociétaux, des enjeux éthiques qui doivent être posés, et il y aura certainement des problèmes qui vont être posés par cette IA. Et j'espère que les avantages que l'IA va apporter dans le quotidien des gens seront plus importants que tous les désavantages, les défauts et tous les problèmes que l'IA va également créer. Voilà, je vous remercie.